Saint-André, bonjour. Oui, bonjour. Soyez le bienvenu. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens que nous publions toutes les semaines dans le journal La Glorieuse depuis 5 ans. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Philippe Saint-André, 55 ans, marié, 2 enfants, et manager et directeur de rugby du MHR, donc Montpellier Rugby Club, présidé par notre président Moël Altrad. Une anecdote Wow, une anecdote. dans votre vie de rugbyman ou d'entraîneur? Ancien joueur de l'équipe de France, voilà, 69 sélections, 34 capitanats, 32 essais. Et après plusieurs vies d'entraîneur, Gloucester, Bourgoin, Sale à Manchester, Toulon, équipe de France, et Montpellier. Et en tant que joueur, formé à Romans dans la Drôme, mais Romans-sur-Isère dans la Drôme, et après 9 ans à Clermont-Ferrand. Voilà, donc j'ai fait le tour. Voilà, Philippe, donc vous vous êtes dénommé dans Midi Olympique il y a quelques jours le NAS qui a pris 62 points contre les Blacks en équipe de France. Pourquoi ce match a été aussi dur à digérer? Oula, vous allez vite, dru dans le pentu. Non, non, la seule chose, c'est que voilà, c'est que j'ai fait une carrière de joueur, capitaine, avec pratiquement 78% de pourcentage de victoire en tant que capitaine. On a gagné sur tous les terrains du monde, on a gagné la série de tests en Nouvelle-Zélande, et c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, j'ai eu des réussites à Sale, champion d'Angleterre, à Bourgoin, à Toulon, etc. Et sélectionneur, ça a été un peu plus compliqué, même si on a fini 4e nation mondiale à un moment donné. On a perdu en quart de finale contre les All Blacks en prenant une branlée historique contre une génération de Néo-Zélandais qui, sur les 4 ans, ont mis 60 points à tout le monde. Mais nous, on les a pris en quart de finale sur, en plus, une période où la géopolitique, la Fédé ne parlait pas avec la Ligue. Donc le sélectionneur, on n'avait pas l'accès aux joueurs, au club, etc. Donc c'était une période difficile, mais bon. Quand tu es sélectionneur et tête d'affiche de l'équipe, eh ben, quand ça gagne, tant mieux. Et quand ça perd, il faut que tu charges. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque M. Altrad vous a proposé ce poste? Je suis désolé, j'ai le soleil en pleine tête. Après le poste de sélectionneur, de toute façon, j'avais décidé d'arrêter pendant 2 ans parce que j'avais entraîné non-stop pendant plus de 18 ans. Donc j'ai pris le temps, j'ai travaillé pour RMC, BFM, SFR, j'étais consultant, chroniqueur, je faisais beaucoup d'émissions. Après j'avais une académie sur le rugby qui s'appelle PS Academy, donc j'avais pas perdu la main sur l'entraînement, mais plus sur la formation des joueurs. Et quand Mohamed Altrad m'a appelé, voilà, il voulait reformer son club, il voulait revisiter la politique sportive, le recrutement, le centre de formation, le plan de succession. Et donc voilà, j'avais connu Mohamed quand j'étais sélectionneur parce il avait été invité à Marseille à passer 2 jours avec nous quand on avait gagné les Fidjiens de 40 points à Marseille. J'avais découvert l'homme, lui il m'avait découvert, il avait vu que de l'intérieur ça se passait mieux que ce que les gens disaient à l'extérieur. Et c'est marrant, ce jour-là, il m'a dit un jour on travaillera ensemble, et puis voilà, quelques années plus tard, il m'appelle pour me proposer un poste de directeur de rugby à Montpellier. C'est plus stressant d'entraîner Montpellier ou l'équipe de France? À Montpellier, c'est pas stressant. C'est parce que du bonheur. C'est que du bonheur. D'abord, on a un président qui s'investit énormément, humainement et financièrement, depuis 11 ans. Deuxièmement, Montpellier est une grande, grande ville, un jeune club de top 14. Il y a tout à faire au niveau de la culture du rugby. Et donc, on va dire, pas une pression du public ou des médias comme on peut avoir quand j'ai entraîné Toulon. Il y a moins de pression à Montpellier. Beaucoup moins de pression qu'à Toulon ou qu'à Gloucester ou qu'en équipe de France. Mais quand tu es entraîneur, tu es compétiteur, donc d'abord tu veux gagner. Deuxièmement, par rapport au président, tu as envie d'avoir des résultats. Je suis désolé. Je peux pas. Non, j'ai le soleil en pleine tête, Vous les contournes? je suis obligé un peu de tourner. Je suis désolé, mais voilà. Je sais pas si ça va, mais Oui, très bien, très bien. voilà. Et puis après, bon, Mohamed Altrad, tu as envie d'abord d'avoir des résultats pour lui. En plus, c'est un manager incroyable, un chef d'entreprise, donc
il te remet en question en permanence. Mais bon, quand tu viens à Montpellier sur ce projet-là, voilà, le rêve de tout joueur comme d'entraîneur, c'était de ramener le bouclier de Brennus à Montpellier. Et c'est vrai que j'ai repris l'équipe il y a 17 mois. On était en difficulté, on était avant-dernier. L'année dernière, on s'est sauvé. Pourquoi ça a été si dur au début, l'année dernière, au début de la saison? Au début de la saison, c'était pas moi, c'était Xavier Garbajos qui était entraîneur. Mais bon, il y avait Quand vous êtes arrivé au début de l'année, on va dire. Parce qu'on était avant-dernier, parce qu'il n'y avait pas de confiance, parce qu'il y avait des générations de joueurs qui étaient vieillissants, parce qu'il y avait un groupe qui avait perdu la confiance, parce que dans le sport de haut niveau, la ligne entre réussir et perdre est très fine, et qu'il a fallu revisiter le vestiaire, il a fallu retravailler sur notre ADN, sur les points forts de l'équipe, créer une histoire, créer un projet commun. Et puis l'année dernière, ça a été dur. Les 5 premiers matchs, on perd 2 points. Et puis tout d'un coup, ça s'enchaîne. 10 victoires, on se sauve. On est champion européen de la deuxième Coupe d'Europe. Et sur cette année, on est reparti sur le même tempo avec un vestiaire exceptionnel, des recrues cohérentes, un public après le Covid qui nous a suivis, qui nous a portés pendant 12 mois. Et ce titre de champion de France qui est exceptionnel, le bouclier de Brennus, et qui est le premier titre majeur pour le MHR. Et voilà, on en rêvait, le président en rêvait. Et aujourd'hui, le bouclier, il est dans la brasserie là, du MHR. On va aller le prendre en photo tout à l'heure. Moed Aldrad disait il y a quelques jours, là, que pendant les repas, il y avait la table des Sudaf, la table des Fidjiens et la table des Français. Ça a changé depuis votre arrivée? Vous les avez regroupés? Moi, la philosophie, c'est le bien vivre ensemble. De toute façon, une équipe de rugby, on n'est rien sans les 14 autres, et on est même 23 sur une feuille de match. On est un groupe de 46. Alors, le rugby, c'est old school, comme on dit, un peu la vieille France. C'est-à-dire que dans un monde où c'est l'individualisme en outrance, nous, on n'est rien sans les autres. Et donc, il faut imprégner ça, il faut le travail, il faut l'humilité, il faut la solidarité, il faut le bien vivre ensemble, et il faut que chacun s'accepte. Et donc, c'est vrai que les premières choses, j'ai cassé ça. Le premier s'assoit à la première place, le deuxième s'assoit à la deuxième, et qu'il n'y a pas de jeunes, de vieux, de Sud-Africains, de Français, d'Américains, d'Anglais, de Fidjiens, d'Australiens. Voilà, on est une équipe avec nos forces, avec nos faiblesses, mais il faut qu'on soit sur le même projet humain, le même projet sportif. Il faut qu'on soit prêt de mouiller le maillot pour le copain d'à côté. Le rugby, c'est un vrai bras de fer. Si on ne s'aime pas, on perd le bras de fer. Et cette année, on s'aimait beaucoup. Et sur les phases finales, je crois qu'on a montré en demi et finale qu'on était l'équipe qui avait la plus envie de ramener ce titre de champion de France. Ouais, l'équipe de la finale de 2018 avait tout pour surpasser Castres. Enfin, c'est ce qui a été dit sur le papier. Et on a parlé donc de ce fameux manque d'esprit d'équipe. Je ne veux pas revenir sur 2018 parce que je n'entraînais pas cette équipe. Moi, j'étais commentateur, donc c'est vrai que tout le monde pensait que Montpellier allait être champion. Ils avaient dominé le championnat toute l'année. Ils avaient mis 40 points à Lyon en demi-finale. Et c'est vrai qu'ils étaient passés à travers contre Castres. Là, c'est complètement différent. On était les petits poussés. Castres était favori. C'est la première fois qu'ils étaient favoris. Personne ne nous voyait. Beaucoup de gens nous ont décriés. On a vécu caché jusqu'à la dernière semaine. Mais on a montré une force, une solidarité, une prise d'initiative individuelle et collective. Et puis après, voilà, on était bien physiquement, on était serein, on était lucide, on était discipliné. Puis on avait envie, il y avait une vraie histoire. Le rugby aussi, c'est d'avoir une histoire. Et je peux vous assurer, depuis 17 mois, cette équipe en a tellement bavé, à tout le temps s'est remis au travail, a rien lâché. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est le fruit du travail, mais ce n'est pas le fait du hasard si on est champion de France. Comment s'organise la semaine qui précède la finale? La semaine qui précède la finale, c'est une semaine qui est
atypique, qui est différent. Il faut tout gérer, il faut que les joueurs soient concentrés que sur la finale, donc les places, les billets d'avion, le déplacement, la pression, le stress, les médias, il faut qu'ils soient dans leur bulle. On a été une semaine très courte parce qu'on a joué le samedi, on rejouait le vendredi, donc il fallait relancer la flamme, il fallait que les joueurs se régénèrent, il fallait que les joueurs récupèrent, on avait tout anticipé, on avait réservé à Nice un hôtel avec Thalasso, donc on est resté à Nice après la demi-finale. Dès le dimanche, on était dans la récupération, on est revenu ici, on avait fait de la cryothérapie. On a eu une semaine très très légère, mais on a travaillé sur la vidéo, sur la stratégie. J'ai tout fait pour qu'il n'y ait aucun stress, voilà, qu'on arrive avec une autodétermination collective et individuelle incroyable, mais la tête froide, fière. Puis ce qui est important dans ces semaines-là, c'est que la finale, l'énergie, il faut la dépenser pendant les 80 minutes, mais surtout pas avant ou après. Et je crois que voilà, on a été cohérent, on a été, je ne vais pas dire intelligent, mais on a géré cette semaine très très bien et j'ai senti voilà, les joueurs qui étaient sereins, qui étaient confiants de leur force et qui étaient prêts à ramener le bouclier de Brennus pour le public et la ville de Montpellier et pour son président. Comment se répartit la gouvernance entre le boss Moed et vous, le coach en chef? Moed est le président, c'est lui le boss. Hein. Après, c'est quelqu'un qui est très très pris, parce qu'il a 80 000 personnes, donc tout ce qui est recrutement, gestion humaine, je m'en occupe, parce que voilà, une équipe, c'est 50 joueurs, c'est 22 personnes dans mon staff, c'est un travail quotidien. Et voilà, la clé du succès, c'est d'avoir une relation très étroite avec Moed. J'ai la chance, quand je l'appelle ou je lui envoie un SMS, sous l'heure, il me répond. On est très réactif sur le recrutement, sur l'anticipation, sur la gestion humaine. Et après, j'ai voulu que Moed soit présent sur toutes les mises au vert, les discours d'avant-match, les discours à la mi-temps, l'après-match. Et Moed, non seulement c'est un président, mais il est proche de ses joueurs, proche du staff. Et il voit surtout qu'on ne triche pas. Voilà. On est là, on travaille, on se dit des choses, on veut avancer. Le rugby, on prend des fois on perd, des fois on prend des branlées, on se relève, on repart au combat, mais on ne lâche rien. Et donc voilà, et grâce à Moed, et je le remercie, premièrement, il est venu me chercher alors que voilà, mon téléphone ne sonnait plus beaucoup. Et on a créé une équipe, on a créé une identité, on a créé une histoire. Et ça, c'est grâce à Moed, mais aussi mes joueurs et tout mon staff. Qu'avez-vous changé concrètement par rapport à l'époque de Jack White, auréolé du titre de champion du monde? Le problème, c'est qu'à l'époque, Montpellier était vu comme une province sud-africaine. Moi, 80% de mon recrutement était des Français, des revanchards, des joueurs en D2, ouais, des joueurs à gros potentiel. Sur le 15 titulaire en demi, en finale, on a 11 Français qui commencent. Ça, c'est important parce qu'on est un club français. Deuxièmement, le top 14, c'est un marathon. Tu es champion du monde, mais une Coupe du Monde, ça dure 6 semaines. L'hémisphère sud, c'est des compétitions de 3-4 mois. Nous, c'est une compétition de 10 mois. Donc on a revisité le centre de formation, on a signé les meilleurs potentiels du club, de la première, deuxième, troisième couronne. On a fait venir Johan Codulo, un ancien de Montpellier, pour avoir le même message, parce que moi l'ADN, l'histoire du club est important. Après j'ai fait confiance énormément aux anciens du vestiaire, Guillaume Guirado, Fulgence Ouedraogo, Benoît Payog. Et après, on est allé chercher des joueurs, voilà, des Béconniers qui étaient en D2, des Forletta qui jouaient à Perpignan en D2, des Capelli, des Lucas qui étaient à Perpignan en deuxième division. Après, je suis allé chercher des joueurs un peu atypiques que personne ne connaissait, des Zach Mercer que je suivais depuis 6 ans en Angleterre, des Panga Amosa, australien, il y a 5 ans, il était éboueur. Alors c'est la première fois peut-être qu'on ne fait pas un recrutement flashy, on n'a pas fait un recrutement, voilà.
avec les meilleurs joueurs du monde, mais on a fait un recrutement avec des mecs bien, parce que moi, je veux des mecs bien, je veux des mecs qui ont du bulbe, qui sont intelligents. Et j'ai vendu un projet, c'est-à-dire un projet sportif. On vient à Montpellier pour gagner, pour mouiller le maillot et pour jouer au rugby. L'argent doit venir après. Et ça, c'est l'essence même du rugby et de ma vision du rugby. Vous recrutez à quel poste là aujourd'hui? Là, j'ai recruté 6-7 joueurs parce qu'il y a des joueurs qui arrêtent, il y a des joueurs qui sont blessés, etc. Mais bon, on reste sur un recrutement où l'aspect psychologique, j'ai beaucoup d'entretiens avec les joueurs avant, je me renseigne énormément sur leur état d'esprit, sur la personne qu'ils sont. Le rugby, on n'achète pas sur vidéo. Hein. Il faut sentir le mec. Il faut comprendre si le mec rentre dans le projet. Un bon joueur, mais qui est un sale con, je le prends pas. Voilà. Il faut des mecs bien. On est un sport d'intelligence, on est un sport de combat, on est un sport de bien vivre ensemble. On est un sport où il faut donner énormément si on veut recevoir. Donc voilà, les égoïstes, les individualistes ne rentrent pas dans le nouveau projet de Montpellier. Comment jugez-vous la fiesta populaire qu'il y a eu à Montpellier? Montpellier est-elle devenue une ville de rugby, une place de rugby? Oui, je le pense d'abord parce qu'il y a une histoire qui a plus de 30 ou 34 ans. Deuxièmement, cette année, on a eu un public exceptionnel et qui a été de plus en plus nombreux. Après, en demi-finale, on a eu pratiquement un 16e homme. Il y avait plus de monde de Montpellier que de Bordeaux à Nice. En finale, on a eu un public exceptionnel. Et ce qui est incroyable, c'est que, parce que mon équipe, quand tu la vois, voilà, tu sens qu'il y a de l'âme, une âme, tu sens que les mecs s'aiment. Et les gens qui étaient au Stade de France, parce que le stade était plein, les gens du rugby amateur, d'autres clubs, etc. Et ben, samedi, ils étaient, et vendredi soir, ils étaient pour Montpellier et non pas pour Castres. Voilà, Jean-Baptiste Elissade, l'entraîneur adjoint. Amène-moi une bière, s'il te plaît, mon Jean-Baptiste. Deux, s'il vous plaît. Deux Corona. Des Corona. Voilà. Bonjour. Vous allez bien? Donc Très voilà bien, l'état merci. d'esprit, voilà l'état d'esprit. Mais après c'est une entreprise, hein. J'ai 22 personnes dans mon staff, j'ai des spécialistes, j'ai des mecs très compétents. Puis après c'est du travail, on est dans un monde, de toute façon maintenant il faut du travail, il faut du talent et il faut de l'humilité. Ouais. Donc vous êtes de Romans, la ville doit être fière de vous. Hein? Vous avez eu des témoignages? Oh, j'ai eu, je sais pas, 500 messages en SMS, du WhatsApp, mais bon, à Romans, Tout le monde vous connaît à Romans. Romans-sur-Isère dans la Drôme, mais bon. J'ai été le premier joueur qui joue en équipe de France, le premier capitaine en équipe de France. Bon, et là, j'ai été aussi entraîneur qui a gagné le titre de champion d'Angleterre. Même comme si vous m'avez commencé en début, en tant qu'entraîneur, j'ai fait 5 finales, j'en ai gagné 4 sur 5. Donc voilà, je suis pas un jeune entraîneur, je suis quelqu'un qui aime mon sport, qui aime mes joueurs, qui essaye de travailler en harmonie. Pour moi, l'institution est très importante. Voilà. Le président préside, donc voilà, Moed est le boss. Moi, je suis le numéro 2. Mais quand le président n'est pas là, c'est moi le boss. Et donc, je suis le manager. Les entraîneurs entraînent, les joueurs jouent. Voilà. Et dans mon staff, voilà, tout le monde est compétent, tout le monde amène une plus-value, mais tout le monde reste dans son niveau de compétence. Bon, je suis allé voir le journal local, là, ça vous échappe pas, il s'appelle l'Impartial de la Drôme. Ouais. Hein? Il a parlé de vous, donc il a dit que vous avez gagné la Coupe d'Europe, ensuite le championnat d'Angleterre, et maintenant le top 14. Ça veut dire que le top 14, c'est plus difficile à gagner que les deux autres championnats? Ouais, sûrement, sûrement. Moi, je rêvais de gagner le bouclier. Je l'ai effleuré à Clermont en tant que joueur, mais je ne l'ai pas eu. Vous avez fait combien de finales à Clermont? Et on a perdu contre le Stade Toulousain. On menait de 10 points, je crois, ou 8 points à la mi-temps, et puis on a perdu en fin de match. Mais ce qui est beau, c'est que l'histoire, là, personne ne nous voyait, tout le monde nous voyait éliminés, tout le monde ne nous voyait pas dans les 4, ni dans les 2, tout le monde nous voyait éliminés en demi-finale. On était peut-être les petits poussés, mais que je suis fier de ce club, de cette équipe.
Oh là, putain, desperados. Monsieur Lissad qui nous amène Voilà. 2 bières, merci. Bien mon Jean-Bas. Santé. Et champion. Là. Santé aux champions. Revenons sur la façon dont vous avez fait pour insuffler cet esprit d'équipe à un groupe certes talentueux mais qui manquait d'âme. C'est quoi votre recette? Ben déjà, premièrement, c'est que voilà, je suis pas pour les extrêmes, donc le règne de Ceausescu, j'y crois pas. Pour moi, il faut que le projet soit commun. Donc, premièrement, je me suis assis avec mon staff. J'ai dit voilà, si vous n'êtes pas prêt à me suivre, il faut partir. On va essayer de mettre un projet, mais avant de le mettre, il faut que les joueurs adhèrent. Et après, je me suis mis autour avec les joueurs, j'ai été transparent. Voilà, je pense qu'il faut faire ça, ça. Quel est votre ADN? Qu'est-ce qu'on doit faire pour s'en sortir? Parce qu'au départ, c'était pour sortir du club. Et j'avais besoin d'une adhérence, que tout le groupe adhère, les blessés, les étrangers, les Français, les vieux, les jeunes, ceux qui allaient partir. Et on est parti là-dessus en participant beaucoup, en investissant les joueurs. Un groupe de leaders, j'ai un groupe de leaders en début de semaine, 10, 12 leaders, on change beaucoup parce que je veux que les joueurs soient partie prenante du projet. Et c'est parti comme ça, et à un moment donné, on n'y arrivait pas, et puis on s'améliorait, on était proches, et puis tout d'un coup, ça a tourné, et puis après, voilà, après j'ai amené en plus plus de compétences, j'ai amené un spécialiste de la haute performance, Benjamin Delmoral, sur la préparation physique, parce que je trouvais qu'on manquait de lucidité, on finissait mal les matchs, et cette année, on a gagné 10 matchs dans les 20 dernières minutes. J'ai amené Alex Ruiz, un ancien arbitre international, mais aussi entraîneur de rugby, parce qu'on était assez indisciplinés. J'ai fait confiance à Elissa et Olivia Zam parce que c'était des mecs très compétents, mais j'ai amené Bruce Rayana, un All Black avec un passeport français pour la technique individuelle et le jeu au pied. Voilà, j'essaye de mettre de la compétence dans le staff pour améliorer mes joueurs individuellement et surtout collectivement. Et quand les joueurs ont l'impression qu'ils progressent, quand il y a une osmose entre le staff, les joueurs et le président, et ben, même si des fois on n'est pas les meilleurs, mais si tu as un projet commun, et ben, tu es capable de renverser les montagnes. Moed Altrad a dit que Montpellier a la chance d'avoir le plus grand investisseur dans le rugby mondial. Quel est votre regard là-dessus? Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Hein. Entre ce qu'il a mis à Montpellier, en équipe de France, avec la Nouvelle-Zélande, c'est quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup d'argent, mais aussi il a compris que sans l'humain, sans l'amour, sans le don de soi, sans comprendre ce que fait le mec d'à côté, on ne peut pas réussir. Et c'est je crois, la grande, grande réussite de Moed Altrad, c'est qu'il a compris ça et qu'il y a 2 ans et demi, il m'a donné la mission de changer l'image du club, de revisiter le centre de formation, de franchiser le club et de restructurer ce club. Et j'ai envie de dire voilà, que 2 ans et demi après, ben, grâce à Moed, avec lui, on a réussi quelque chose d'exceptionnel. Mais bon, après, c'est pas fini. Dès le 1er août, on va repartir au combat pour une nouvelle saison. Le mea culpa de Moed Altrad vous a surpris ou comment vous l'avez ressenti? Non, il ne m'a pas surpris parce que c'est quelqu'un d'intelligent, d'honnête, mais qui est jeune dans le rugby, hein, parce que tu peux être grand patron d'entreprise, mais le rugby c'est une niche, c'est une économie différente. Mais voilà, moi quand je me trompe, je le dis, hein, je le dis à mon staff, je le dis à mes joueurs, des fois je me trompe dans mon management, des fois je me trompe dans mon coaching, des fois je me trompe dans l'équilibre de mon équipe, dans la formation, mais voilà, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et voilà, et pour gagner au rugby, il faut du bulbe, et donc il faut accepter quand tu fais des erreurs. Vous avez quelque chose à dire là sur les problèmes de la Fédé, l'implication de Moed Altrad, c'est perturbateur ou... Sincèrement, quand tu as Moed qui aide la Fédé, qui aide les rugby amateurs, qui aide l'équipe de France, qui donne beaucoup, beaucoup d'argent pour que le fonctionnement marche. Après, comme on dit, voilà. En France, on a souvent on parle du verre à moitié vide au lieu de parler du verre
à moitié plein, mais bon, on est souvent aigri, jaloux, etc. Alors qu'on vit dans un pays magnifique, avec une diversité incroyable. Il fait toujours beau à Montpellier. Et je peux vous assurer, parce que j'ai travaillé 10 ans en Angleterre, les anglo-saxons rêvent d'avoir un Moed Altrad qui met de l'argent dans un club comme Montpellier, qui met de l'argent à l'équipe de France, qui met beaucoup d'argent maintenant pour la Nouvelle-Zélande. Voilà, ça devrait être une fierté et nous on est très très fiers d'avoir Moed Altrad comme président. Quel est votre prochain objectif? Voilà. Déjà de savourer, de prendre un peu des vacances parce que ça a été très très dur. Et puis dès le 1er août, on va remettre le bleu de chauffe. Et puis c'est une nouvelle aventure, c'est une remise en question permanente. Et puis quelle beauté d'aller dans tous les stades de France et d'Europe en disant on est champion de France et que les mecs vont vouloir notre peau. Donc il va falloir être grand, être fort, être humble et se remettre au travail. Vous restez à Montpellier l'année prochaine? À part si Moed, c'est Moed le boss. Donc s'il me veut plus, mais sinon, normalement, Votre contrat, il est jusqu'à normalement quand? je suis à Montpellier jusqu'en 2025. D'accord. Allez, c'est bon, faut que j'y aille. Une dernière question. Qu'est-ce qu'il faut pour être un grand club de rugby? Ben, il faut un grand président, on l'a. Il faut des bons joueurs et un bon staff, je pense qu'on l'a. Il faut une vision et anticiper, on commence à l'avoir. Il faut un public exceptionnel, on l'a. Des partenaires qui sont fidèles. J'ai envie de dire, il faut peut-être qu'on soit un petit peu plus fort dans nos structures, dans le camp d'entraînement. On est le seul club encore en France où on a le même vestiaire durant la semaine et le vestiaire de match. Le vestiaire, c'est quelque chose de sanctuaire. Nous, voilà, on s'entraîne tous les jours là. Et donc, il y a encore pas mal de choses sur la structure, sur l'ADN de notre club, que l'école de rugby, que tous les clubs aux alentours s'identifient au MHR. C'est pour ça qu'on a gardé Fulgence Ouedraogo, parce qu'il doit être notre ambassadeur là-dessus. Il y a encore plein de choses, mais sincèrement, quand tu as un titre, que tu as un président comme Moed, voilà, il faut l'avenir. L'avenir, il a l'air d'être positif, mais il faut surtout pas croire qu'on y est arrivé et il faut continuer à bosser et il faut s'améliorer dans nos infrastructures. Très bien, je vous remercie.